Bonjour et bienvenue à McGill à vos côtés, une série de web-émissions qui a pour but de soutenir les proches aidants et des personnes qui sont atteintes des troubles neurocognitifs. Je suis Claire Webster, ancienne proche aidante, conseillère certifiée en soins pour les troubles neurocognitifs et fondatrice du programme de formation sur les troubles neurocognitifs de l'Université McGill. Je travaille avec une équipe dynamique de professionnels de la santé pour superviser ce programme qui inclut le docteur José Moret de la division de gériatrie ainsi que le docteur Serge Gauthier, professeur émérite au département de neurologie et de psychiatrie. McGill à vos côtés bénéficie du soutien du programme d'engagement communautaire Amelia Saputo pour les soins des troubles neurocognitifs. Le programme de formation des troubles neurocognitifs de McGill offre une gamme complète de ressources multilingues gratuites pour informer et soutenir les personnes atteintes de troubles neurocognitifs, leurs familles et leurs proches aidants ou partenaires de soins, ainsi que les étudiants et les professionnels de la santé. Nous vous invitons à visiter notre site web à mcgill.ca/démence où vous trouverez des guides éducatifs, des cours en ligne, des vidéos d'activités, des groupes de soutien virtuels et plus encore. Alors, c'est maintenant presque les temps des fêtes et je suis vraiment contente de pouvoir vous présenter avec ce sujet très intéressant qui va aborder comment la musique peut faire la bienfaisance pour les personnes atteintes des troubles neurocognitifs. Aujourd'hui, je suis très enchantée d'accueillir Dr. Julia Chabot, qui est gériatre au Centre hospitalier de l'hôpital St. Mary's, professeure agréée au département de médecine de l'Université McGill et la nouvelle présidente de l'Association des gériatres du Québec. Au cours de sa maîtrise en psychologie à l'Université de Montréal, elle a mené une étude sur les effets de la musique sur la santé des patients gériatriques hospitalisés. Au cours de cet épisode de McGill à vos côtés, Dr. Chabot discutera des avantages potentiels de la musique comme outil thérapeutique pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs. Elle explorera également des approches pratiques pour intégrer la musique dans les milieux de soins cliniques et va faire une recommandation aux proches aidants des moyens d'utiliser la musique à la maison pour faciliter les routines quotidiennes et favoriser les liens affectifs. Bienvenue à McGill à côté, Dr. Chabot. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre rôle comme gériatre et nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené à intéresser, à travailler avec les patients qui souffrent des troubles neurocognitifs, ainsi que votre passion pour la musique? En fait, je suis tombée amoureuse de la gériatrie lorsque j'étais étudiante en médecine. J'ai fait un stage de gériatrie. En fait, on fait tous un stage de gériatrie là, comme étudiant à McGill en médecine en quatrième année. Et j'étais au Sainte Mary et j'ai adoré l'approche. Je trouvais que c'était une profession qui était incroyablement humaine, où on allait à la rencontre de gens extraordinaires, d'un vécu aussi extraordinaire. Et j'aimais vraiment l'idée où est-ce c'est une médecine qui est très, très, très personnalisée. Et où est-ce qu'on doit, oui, faire de la médecine, mais aussi aller chercher tout l'aspect psychosocial, un petit peu de l'aspect neurologique avec les personnes, évidemment, entre autres avec les personnes qui souffrent de troubles neurocognitifs comme de démence. On avait aussi un aspect un petit peu de psychiatrie. Donc, c'était un petit peu un mélange de plusieurs professions en même temps. Puis ça m'a allumé dès le début. Comme médecin gériatre, j'ai une pratique qui est très diversifiée. Je travaille en milieu hospitalier, donc je travaille autant sur les étages, donc les personnes âgées qui sont hospitalisées, que à l'urgence justement pour qu'on évalue qui a besoin d'être hospitalisé, qui peut retourner à la maison. Et je fais aussi énormément de cliniques externes, donc où est-ce qu'on va prendre en charge, faire des diagnostics de troubles cognitifs, là, de démence, faire le suivi également, surtout dans les patients qui sont plus complexes, là, je dirais. Donc, c'est un petit peu mon quotidien là, comme médecin gériatre. Et dans mon ancienne vie, avant la médecine, j'étais chanteuse classique.
J'ai fait énormément de musique, énormément de concerts et tout. Et très rapidement, en fait, durant mes études, j'ai un petit peu naïvement pensé en me disant, ben la musique apporte tellement de bien, de bien-être. Donc, quand je chantais ou quand on joue de la musique, des fois aussi, il y a quelque chose qui se passe, surtout quand on joue avec des musiciens, il y a de la connexion. Euh, euh, quand on est spectateur aussi dans une salle, qu'on écoute un concert, des fois on appelle ça le frisson musical. C'est même étudié. Des fois on entend des pièces puis on se dit, oh, j'ai un frisson. Donc, un petit peu naïvement, je me suis dit, mais est-ce qu'il y aurait façon d'amener mes expériences antécédentes comme musicienne puis de l'amener dans le système de la santé? Puis finalement, de fil en aiguille, comme vous l'avez dit, Claire, j'ai fait aussi une maîtrise là-dedans. Donc, je suis allée vraiment étudier l'impact de la musique chez nos personnes qui étaient hospitalisées en gériatrie. Alors, avant de parler de l'impact de la musique, parce que vous êtes en clinique à tous les jours, vous voyez des Mhm. patients, les proches aidants, d'après votre expérience, quels sont les plus grands défis que surtout les proches aidants Oui, vivent quand une personne reçoit un diagnostic d'un trouble neurocognitif? oui. C'est, je vous dirais, comme médecin aussi, pour nous, c'est un défi d'annoncer un diagnostic comme ça. Donc, c'est pas un diagnostic qu'on donne à la légère, là, comme vous pouvez vous imaginer. Et je vois beaucoup bon, autant chez les personnes qui vont recevoir le diagnostic que chez les proches aidants, il y a souvent un grand choc initialement quand on apprend quand on informe les gens du diagnostic. Il y a aussi énormément de connotations négatives, alors que ça devrait pas du tout être le cas. C'est pas rare souvent que les gens vont me dire, je me sens coupable d'avoir un diagnostic de démence. J'ai l'impression que j'ai fait quelque chose de pas correct à un moment dans ma vie, puis que j'ai honte d'oublier, j'ai honte. C'est souvent des choses qu'on va entendre, alors que c'est pas de la faute à personne, là. C'est un diagnostic. Et souvent, ce que je leur dis, ben, écoutez, si je vous avais dit que vous souffriez de diabète ou d'hypertension, vous sentiriez pas nécessairement coupable qu'on vous donne ce diagnostic-là. Euh, donc, on voit souvent un choc, on voit aussi souvent un découragement. C'est pas rare, des fois, que j'ai des patients et des proches aidants qui me disent, j'aurais aimé mieux qu'on annonce que ma mère, mon père, par exemple, avait un cancer, parce Mm. que avec le cancer, pas toujours, mais des fois, on a des traitements qu'on peut offrir, des fois, il y a des choses qui sont curatives, tandis qu'avec les troubles neurocognitifs, en tout cas en date d'aujourd'hui, on espère que les choses vont changer dans les prochaines années avec toute la recherche là, qui est mise de l'avant. Mais présentement, on n'a pas de médicaments miracles, on n'a pas rien on n'a pas rien pour renverser la vapeur. On a des choses qu'on peut faire pour accompagner les gens, pour essayer de stabiliser ou de ralentir la progression de la maladie, mais on n'a pas, on n'a rien de magique à offrir aux patients. Donc, il y a souvent un grand découragement au moment du diagnostic, de penser aussi au futur, hein. Les gens, les gens ont peur en se disant de quoi est-ce que je vais avoir l'air dans quelques années. Les gens ont peur de devenir dépendants. Les proches aidants sont souvent aussi désemparés au moment du diagnostic. Et lorsque la maladie progresse, il peut se passer toutes sortes de choses à travers la maladie. Entre autres, les gens peuvent développer des troubles de comportement. Des fois, on va avoir de la paranoïa, des hallucinations, de l'agressivité, de l'errance. Je vois aussi beaucoup de proches aidants qui se sentent coupables. Des fois, qui ont l'impression, par exemple, s'il y a de l'agressivité envers le proche aidant, hein, ce qui arrive, des fois, on Mhm. peut voir la personne qui devient fâchée presque, on va dire, contre sa fille ou contre son fils. Et moi, j'essaie beaucoup de rationaliser les choses en disant, écoutez, c'est la maladie de Mhm. votre maman qui vous parle, c'est pas votre maman qui veut vous dire ça directement. Et là, souvent, des fois, les proches aidants vont dire, j'ai de la misère à entrer en contact avec ma mère. On parle beaucoup de deuil blanc. Où est-ce qu'on dit, oui, ma mère, mon père, mon frère, bon, dépendamment qui souffre de la maladie, oui, est toujours là, mais
c'est pas comme ma sœur ou c'est pas comme ma mère d'avant. Donc c'est beaucoup, beaucoup de défis, puis on essaie d'accompagner les gens du mieux qu'on peut à travers tout ça. Et qu'est-ce qu'on voit aussi, parce que je travaille beaucoup avec des familles, c'est vraiment comme la rupture de la communication et la perte Oui, des liens. Souvent, les couples qui jouaient au tennis oui. ensemble, qui soupaient ensemble, c'est la rupture de la communication, tu sais, d'être capable de faire des choses ensemble. Oui, puis ensuite, quelles activités est-ce que je peux faire? Est-ce que ça c'est trop difficile? Est-ce que c'est trop facile? Je veux pas infantiliser, mais en même temps, je veux pas que la personne soit découragée. Donc, des fois, souvent, les proches aidants, ils me disent, on sait pas sur quel pied danser, on sait pas comment s'y prendre exactement. Et là, ça devient intéressant parce que la musique, c'est tellement un langage universel que ça peut être une façon assez facile de pouvoir entrer en contact. Alors, récemment, vous avez participé dans une nouvelle documentaire qui s'appelle J'ai souvenir encore, qui est produit par Pamplemousse Média et qui est diffusé par ici Radio-Canada Tout TV, alors tout.tv. Et c'est Francine Baudouin, vous m'avez. C'est Oups, France Baudouin, oui. wait, Stuart, I'm losing my voice there again. So you'll cut that off. I'll say one C and then you France Baudouin. And how do you say it in French? She was the La productrice. OK. Et c'est France Baudouin qui est la productrice de cette documentaire. C'est absolument incroyable. Ça démontre vraiment comment la musique peut avoir un impact sur les personnes qui sont atteintes par des troubles neurocognitifs, ainsi que quand ils sont dans des CHSLD, n'est-ce pas? Oui, oui, Alors, peux-tu expliquer un petit peu, parce que nous avons un clip de ce documentaire-là, peux-tu juste faire une petite introduction tout à avec... fait, tout à fait. En fait, ça a été une magnifique aventure. Je suis incroyablement privilégiée d'avoir pu partager, pu faire partie de ce documentaire-là. C'est un documentaire qui a été filmé sur plusieurs mois d'ailleurs. Et vraiment, ils nous ont présenté des personnes qui souffrent de troubles neurocognitifs dans plusieurs contextes. Donc, autant dans des CHSLD que à des personnes qui étaient à domicile, des personnes hospitalisées. Et vraiment pour montrer que même à différents stades de la maladie, l'impact de la musique est réel. Je pense aussi que c'est un documentaire qui a été fait dans une bienveillance vraiment hallucinante. Et dans cette bienveillance-là, ce qui ressort, c'est qu'on est capable on est capable d'aller rencontrer et de s'attacher à des personnes. On oublie la maladie. On présente la personne vraiment en premier plan. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique. C'est aussi un documentaire qui présente, oui, les réactions des gens, euh, euh, mais tout ça, ils ont aussi été à la recherche, au fond, de scientifiques, de gens qui étudient l'impact de la musique. Donc, tout ça est balancé aussi par un côté scientifique là, qui est super intéressant et très bien présenté. Alors, voici le clip que nous avons. Bonjour, moi c'est France. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Comme des centaines de milliers de personnes, j'ai autour de moi des proches qui vivent avec l'Alzheimer ou encore avec des troubles neurocognitifs. Ils commencent par perdre les mots, puis en plus de perdre les mots, ils perdent la mémoire. On sait qu'il n'y a pas de traitement actuellement. Alors on cherche comment on peut enrichir leur environnement pour les aider. Et la musique, c'est le premier aspect qui va venir. Est-ce que vous aimeriez venir au spectacle? Je pense que vous allez aimer ça. Oui, bien d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'un proche se souvient pas de ton nom, se souvient pas que t'es passé 2 minutes après être parti, mais il ou elle est capable de chanter toutes les paroles d'une chanson? Je m'attendais pas à autant de réactions. Pour mon trouble, là, la musique m'apaise beaucoup. Tout à coup, ces personnes-là redeviennent elles-mêmes. Ça vous ramène le temps d'un moment, une identité. C'est presque comme si on leur donnait une petite clé pour être capable d'aller ouvrir un tiroir. Ces régions cérébrales qui vont répondre à la musique ne sont pas autant affectées par la maladie d'Alzheimer. Quel est le pouvoir de la musique sur une maladie aussi dure que l'Alzheimer? Est-ce que ça pourrait être un moyen de communication efficace? Et si oui, comment on peut l'utiliser? C'est un investissement. Ça devrait être avant la pilule puis le budget de pharmacie. Ça devrait être ça la première ligne, là.
Alors, docteur Chabot, basé sur le documentaire, le clip que nous venons juste de voir, comment est-ce que la musique peut-elle contribuer au bien-être des personnes qui sont atteintes? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau que les personnes peuvent vraiment se souvenir des mots des Oui, oui, chansons? tout à fait. En fait, la musique a une capacité particulière à être capable de stimuler énormément de zones du cerveau en même temps. On peut s'imaginer quand on entend une pièce, bon, évidemment, on va chanter, souvent, on va avoir le réflexe de chanter les mots ou de les entendre. Donc, on va aller vraiment stimuler tout ce qui est au niveau du langage. On va souvent se mettre à taper des mains, taper du pied. Donc là, on va aller chercher tout ce qui est du cortex moteur. Il y a souvent aussi, en fait, c'est prouvé, on sait que si on écoute de la musique qu'on apprécie, on va aller stimuler le circuit de récompense qui va aller sécréter souvent de la dopamine. Donc ça, c'est notre hormone, une des hormones du plaisir. Et tout ça, c'est intrinsèquement lié à tout ce qui est la partie mémoire. Donc, en particulier chez les gens qui souffrent d'une maladie d'Alzheimer, par exemple, là, où est-ce que, évidemment, la mémoire elle est affectée. Le fait d'être capable de stimuler le circuit de récompense qui est tout près d'où est-ce qu'on store certains souvenirs, d'où est-ce que on a certaines mémoires, on est capable d'aller stimuler des choses. Moi, souvent, ce que je dis, c'est des petites choses qui, des fois, peuvent être un peu enfouies de façon profonde dans le cerveau. Puis là, on est capable de passer par un espèce de petit chemin pour aller les rechercher. Donc, la musique a vraiment, vraiment cette capacité-là d'être capable de faire tout ça. On sait aussi, si on pense aux gens qui ont une maladie d'Alzheimer, la capacité d'interpréter la musique, d'entendre et tous les effets bénéfiques, les circuits là, qui sont stimulés demeurent relativement préservés malgré la maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça nous donne vraiment une piste très intéressante pour avoir accès à ces personnes-là. La musique, on est très chanceux, hein. À Montréal, on a une plaque tournante hein, sur l'aspect scientifique là, de la musique et du cerveau avec le laboratoire Brahms, d'ailleurs, qui est présenté dans le documentaire. Et on sait avec les études que la musique a des capacités à augmenter le bien-être, entre autres par l'hormone du plaisir, par exemple, qu'on est capable d'aller stimuler. La musique est capable aussi de diminuer la douleur. On sait que ça peut aller, moi je dis souvent, on a des petits opioïdes à l'intérieur du cerveau qu'on peut aller stimuler par la musique. Donc on sait que la musique peut diminuer la douleur. Elle peut aussi diminuer l'anxiété. Il y a eu des recherches qui ont montré que le niveau de cortisol, donc qui est notre hormone du stress, quand les gens chantaient dans une chorale tous ensemble, que ce stress-là pouvait baisser. Le niveau du cortisol baissait, donc on sait qu'on peut baisser l'anxiété. En même temps, on est aussi capable de stimuler parce qu'on active tellement de portions du cerveau qu'on est aussi capable d'éveiller. On est capable d'apaiser. Ah, c'est fou, hein, toutes les choses qu'on peut faire. Mais l'autre chose que je vous dirais en fait, les deux dernières choses que je dirais qui sont vraiment particulières avec la musique, c'est que souvent, on est capable d'entrer en communication avec les personnes en utilisant la musique. C'est pas rare que j'ai des proches aidants qui me disent je ne sais pas de quoi parler avec ma mère ou avec mon père, avec mon frère, avec la personne. Oui. Et là, souvent, si on va aller jouer une pièce, ils vont entendre quelque chose qui va leur ramener des souvenirs. Et là, il peut se passer vraiment un phénomène extraordinaire qu'on appelle la réminiscence, où est-ce qu'on est capable de ramener des gens, on peut ramener dans des souvenirs. Et la musique peut nous ramener la connaissance de soi. Et ça, je vous dirais que c'est particulièrement puissant. Et ça, on le voit dans le documentaire. Il y a un moment, justement, il y a un des patients qui est hospitalisé au Sainte Mary, où est-ce que on essaie d'avoir une conversation avec lui difficile. On met un casque de réalité virtuelle avec un concert de musique. Il enlève le casque, il se met à nous raconter sa jeunesse en Italie, à quel point il y avait des musiciens, que la musique était importante pour lui, que ça lui ramenait tout ça. Donc, c'est assez particulier que la musique ait cette capacité-là de faire toutes ces choses-là. Et quand on a parlé tantôt qu'il y avait comme une rupture de lien, surtout à propos de la communication, quand les proches aidants ou les membres des familles voient que la personne est stimulée, commence à parler, c'est incroyable de revoir la connexion qu'il peut avoir, n'est-ce pas? Oui,
Oui, tout à fait. Puis dans le documentaire, d'ailleurs, il y a une fille qui témoigne à l'Institut de gériatrie. Ils ont organisé un petit concert et à la fin du concert, elle a dit le nom de sa fille. Et sa fille dit, ça faisait 2 ans que j'avais pas entendu ma mère dire mon nom. Et là, tout d'un coup, elle a appelé, je pense que son nom c'est Annick. Elle disait Annick, elle dit, j'avais pas entendu mon nom prononcé par ma mère. Donc, il peut se passer des choses. Écoutez, c'est certain que la musique, on n'est pas ésotérique là non plus. La musique ne va pas guérir la maladie d'Alzheimer, la musique ne va pas guérir et il va toujours avoir une place pour la médication dans certaines indications et autres, mais ça devient intéressant parce que quand on prend scientifiquement les découvertes qui ont été faites sur l'effet de la musique et qu'ensuite on se dit, ben écoutez, on en donne des médicaments pour le bien-être, on en donne des médicaments pour diminuer l'anxiété, on en donne des médicaments pour apaiser. Donc, est-ce que la musique pourrait être quelque chose qui pourrait être complémentaire, qu'on pourrait amener dans notre quotidien, là, finalement? Je sais que dans plusieurs résidences à soins à longue durée, comme les CHSLD, ils font un effort euh, Amener pour de la musique. engager, Oui, pour amener la oui. musique. On voit ça souvent, mais alors pour ceux et celles qui nous regardent de la maison où la personne est encore, et puis, tu sais, ils vivent avec une personne qui a des troubles Oui, neurocognitifs, est-ce que vous pouvez suggérer quelques idées pratiques pour oui, introduire la musique à la maison? tout à fait. Je dirais la première chose, c'est qu'il faut que la musique soit significative et il faut que la personne, elle aime la musique, hein? Un petit peu comme nous autres, là. Moi, je déteste le rap. Si quelqu'un me met du rap, ça va m'agresser. J'aime pas ça. Par contre, il y a certains types de musique classique que j'aime, il y a des musiques populaires que j'aime. Et donc, si on est capable d'aller chercher des types de musique que la personne apprécie, et vraiment la clé, je vous dirais, c'est la musique de leur jeunesse. Donc, la musique autour de la vingtaine. Vous pouvez même aller voir, souvent, il y a des listes de lecture là, qui ont été créées là, pour les années 40, les années 50 et compagnie. Donc, des fois, ça peut être un bon début. Ce que je pourrais dire aux familles, c'est quand vous allez visiter la personne, ben, n'hésitez pas à créer une liste de lecture en fonction des préférences de la personne. Puis vous pouvez même utiliser, si vous voyez, là, vous entrez, oh, aujourd'hui c'est une journée où est-ce qu'on est plus stressé, on est plus anxieux, hein? On en a des journées comme ça, là. Tu sais, souvent les proches aidants vont me dire on a des bonnes et des mauvaises journées. Puis là, si on voit que c'est une mauvaise journée, que c'est une journée de beaucoup d'anxiété, ben, on va peut-être essayer d'aller vers de la musique calme. D'un autre sens, si c'est une journée où est-ce qu'on est plus amorphe, entre parenthèses, là, ben peut-être que l'on peut aller vers de la musique qui va stimuler un petit peu plus. Donc, on peut jouer avec ça. On a tous ou presque tous accès à des téléphones intelligents, donc c'est assez facile aussi d'aller créer des listes de lecture de musique, de mettre de la musique là, au fond en background, là, excusez-moi l'anglicisme, de mettre ça sur un haut-parleur et tout. L'autre chose que je dirais, c'est on a accès à tellement de plateformes vidéo maintenant. N'hésitez pas à aller fouiller puis à aller voir est-ce qu'on peut aller trouver un concert ou un extrait d'un concert, un petit vidéo de telle personne et le regarder avec la personne. Ça peut être quelque chose qui est super intéressant. Et je dirais aux gens, n'hésitez pas pour lancer une conversation autour de ça. Est-ce que tu aimes ça? Qu'est-ce que ça dit pour toi, cette musique-là? Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Un exemple que je peux donner, c'est que l'autre jour, sur les tâches de gériatrie, on fait souvent ça. Nos infirmières, en particulier, sont vraiment bonnes. Quand il y a des gens qui sont agités, vont, au lieu de donner un médicament, des fois, on le réflexe d'aller mettre une pièce de musique. Puis d'ailleurs, l'autre jour, on a bien ri parce on a un patient qui a demandé du Johnny Hallyday. Il voulait absolument écouter du Johnny Hallyday. Et tout de suite après, il s'est mis à nous parler pourquoi il aimait autant Johnny Hallyday, pourquoi, qui était allé le voir en spectacle en telle année, qui avait fait telle chose et tout. Et on est parti de quelqu'un qui était extrêmement agité à finalement quelqu'un qui s'est mis à nous parler du concert de Johnny Hallyday qu'il avait déjà vu. Donc, c'était super intéressant de voir ça. Ce que je dirais aussi comme dernier conseil, c'est que on sait que la musique, lorsqu'elle est en vrai, là, un format concert, un musicien devant nous, l'effet est probablement encore plus fort que si c'est audio seulement. Donc, si c'est quelque chose qui est possible, si un concert de musique qu'on sait qui peut intéresser la personne,
de pas hésiter d'y aller. Il peut se passer des beaux petits moments aussi là-dedans. Là, surtout, écoutez, on est on est dans le temps des fêtes. Il y a toutes sortes de concerts ces temps-ci, de musique du temps des fêtes qui peuvent replonger les gens dans des souvenirs. Donc, de ne pas hésiter à essayer de tenter l'expérience aussi. Et moi, pensons aussi que c'est la temps des fêtes. Quand je vous écoute parler, il y a souvent des films qui se jouent à la télévision, Oui, comme des films préférés de ma mère, c'était The Sound of Music avec Christopher Plummer et Julie Andrews. Et puis, les membres de famille peuvent s'asseoir autour de la télévision dans le salon, puis regarder des films qui impliquent beaucoup de musique aussi, hein. Ça sera une bonne tout idée. à fait. Tout à fait. Oui. Alors moi, le film The Sound of Music, ça tient une place très spéciale dans mon cœur parce que ma mère, une des chansons préférées, c'était Edelweiss. Et juste quelques mois avant qu'elle a décédé, j'ai capturé un clip de ma mère dans son CHSLD avec un musicien. Alors, on va vous montrer ça maintenant. Je trouve ça extrêmement touchant, Claire. Euh, Puis je trouve ça aussi très particulier parce que je pense que la chanson Edelweiss en particulier pour cette génération-là a une connotation qui est très, très particulière. Puis je repense à une expérience qui était arrivée lorsque on avait avant des petits concerts sur l'étage de gériatrie au Sainte Mary. On a dû arrêter tout ça quand la COVID est arrivée malheureusement. Mais on a eu un soir où est-ce qu'on avait 4-5 patients qui assistaient à un petit concert. On avait une violoniste qui est venue jouer Edelweiss. Et au moment où est-ce à peu près la moitié de la pièce, il y a une dame qui se met à pleurer. Et l'homme qui est assis tout de suite à côté d'elle, tout d'un coup se lève, quitte la salle. Puis je me rappelle, je me disais, mais où est-ce qu'il s'en va? Pourquoi est-ce qu'il quitte en plein milieu? Il avait de l'air pourtant d'apprécier et tout. Et il revient en donnant un mouchoir à la dame qui pleurait. Et ce petit geste-là, qui a de l'air donc simple, avait une signification qui était assez impressionnante. Clairement, cet homme-là, malgré son trouble cognitif, a pu reconnaître l'émotion de la personne qui était à côté de lui. Ça l'a amené tout son côté d'empathie. Il est allé lui chercher un mouchoir, lui l'a ramené. C'était tellement galant, c'était tellement, tellement touchant. Puis je sais que ça peut avoir l'air très, très, très anodin et très, très simple comme anecdote, mais je peux vous dire que nous, on avait l'impression qu'il y avait un petit miracle là, au niveau de la socialisation qui est en train de se passer dans la salle. C'était très, très touchant. Merci beaucoup, Dr. Chabot, pour avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui et vraiment félicitations pour votre passion, est-ce qu'on peut dire ça? Votre Oui, oui. passion, compassion envers les patients parce que vous êtes une perle très rare. En anglais, on dit a rare pearl. Et honnêtement, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Claire, pour l'invitation. Alors, cette web émission est une initiative du programme de formation sur les troubles neurocognitifs de l'Université McGill qui est financé par des dons privés.
Alors, si vous voulez faire un don à notre programme ou vous inscrire à notre infolettre, s'il vous plaît, visitez notre site web à www.mcgill.ca/démence. Alors, joyeux fête à tout le monde et merci pour être ici à l'écoute.